Certains pays s'apprécient, d'autres non. Et certains vont encore plus loin, entretenant ce que l'on appelle en relation internationale, une relation spéciale. Dans le monde entier, il existe 52 paires de pays ayant des relations spéciales. Beaucoup d'entre eux sont impliqués dans plus d'une. Quelques exemples sont l'Albanie avec la Chine, ou avec le Kosovo, le Brésil et le Portugal, le Vatican et l'Italie, l'Inde et Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis, la Corée du Nord et la Chine, ou la Russie et la Serbie. Sans parler de cas étranges, comme la relation entre la Turquie et la Corée du Sud, dont nous parlerons plus loin. De nombreuses relations étroites entre pays existent aussi sans relever de cette catégorie précise de politique étrangère. Pour les relations spéciales, certaines trouvent leur origine dans des intérêts stratégiques, d'autres dans une proximité culturelle, et d'autres encore dans des explications historiques. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons examiner ces exemples afin de comprendre pourquoi ces relations spéciales existent et comment elles ont commencé. Commençons par les deux pays dans lesquels ce concept a été créé pour la première fois, et qui ont donné leur nom à ce type de relation étroite entre deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient d'abord ennemis en raison de la guerre d'indépendance, où les 13 colonies ont quitté la domination britannique. Les relations sont restées tendues jusqu'au milieu du 19e siècle, les gouvernements britanniques n'appréciant généralement pas les Américains. Cependant, l'opinion publique britannique percevait une relation spéciale entre les deux peuples, fondée sur leur langue commune, leur migration, leur religion, leur histoire en général, leur libéralisme classique et leur commerce privé étendu. Les troupes des deux pays ont combattu ensemble face à des ennemis communs comme les Espagnols. Et le premier lien fort est apparu un peu plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le Premier ministre britannique Ramsay MacDonald a rendu visite aux États-Unis en 1930. Il a confirmé la relation spéciale en créant un accord naval avec les États-Unis, au lieu de renouveler l'ancienne alliance anglo-japonaise, démontrant ainsi comment leur allié et leurs priorités avaient changé dans le Pacifique. Cependant, l'isolationnisme des États-Unis, leur retrait de la Société des Nations et la Grande Dépression ont convaincu les dirigeants britanniques de leur manque de fiabilité. Le secrétaire d'État du président américain Truman, Dean Acheson, a même déclaré « Bien sûr, une relation unique existait entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Notre langue et notre histoire commune l'assuraient, mais cela ne signifiait pas que la relation était affectueuse. Nous avions combattu l'Angleterre en tant qu'ennemi aussi souvent que nous avions combattu à ses côtés en tant qu'alliés. Il fallut une autre guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où ils combattirent ensemble en Europe et dans le Pacifique, pour que la relation se consolide, devenant encore plus solide dans la période d'après-guerre, alors que la guerre froide commençait et que la coopération en matière d'armes nucléaires s'élargissait. Entre 1939 et 1945, Churchill et Roosevelt ont échangé 1700 lettres et télégrammes et se sont rencontrés 11 fois. La mère de Churchill était américaine, ce qui a peut-être influencé cette idée chez lui. Il a utilisé pour la première fois le terme « relation spéciale » en 1944, lorsqu'il a dit qu'il était profondément convaincu que, à moins que la Grande-Bretagne et les États-Unis ne soient unis par une relation spéciale, une autre guerre destructrice surviendrait. Depuis lors, les deux pays sont étroitement liés par la coopération militaire, le partage de renseignements, les accords économiques, entre autres. Et cela a établi le concept de relation spéciale en politique étrangère, que d'autres pays ont ensuite poursuivi avec leurs propres alliés. En suivant la même logique colonie-colonisateur, une relation particulière lie le Brésil au Portugal. Leur lien s'étend sur près de 5 siècles, commençant en 1532, avec l'établissement de la colonie portugaise du Brésil. Le Brésil est finalement devenu indépendant par la décision d'un prince portugais, donc il n'y a jamais vraiment eu de guerre d'indépendance qui les a séparés. Aujourd'hui, ils restent liés par une langue commune et par ses lignées ancestrales chez les Brésiliens portugais, qui remontent à des centaines d'années. Plus de 10% des Brésiliens ont au moins une ascendance portugaise directe, et 30% de la population étrangère du Portugal est brésilienne, ce qui en fait le groupe d'immigrants le plus important. Selon un sondage de la BBC réalisé en 2011, 76% des Portugais considèrent l'influence du Brésil de manière positive, ce qui représente la perception la plus favorable du Brésil parmi tous les pays du monde. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos.
Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. En ce qui concerne ceux qui figurent sur la miniature, l'Albanie entretient une relation étroite avec la Chine. Leur lien remonte à la guerre froide, lorsque l'Albanie, alors régime communiste, ne voulait s'aligner ni sur la Yougoslavie, ni sur la sphère d'influence de l'Union soviétique. Ils se sont donc tournés vers la Chine, l'autre grand pays communiste, établissant des relations en 1949 et commençant à recevoir une aide économique des Chinois. En 1954, c'était tout bénéfice. L'Albanie a trouvé du soutien en dehors de l'Europe, s'est protégée de l'URSS en ayant un autre allié puissant, et la Chine a acheté de l'influence en Europe. À la suite de la rupture sino-soviétique à la fin des années 1950, l'URSS et la Chine se sont éloignés, renforçant ainsi le partenariat de la Chine avec l'Albanie, parfois à leur détriment. En 1961, pendant la grande famine chinoise, la Chine a tout de même fourni à l'Albanie des centaines de milliers de tonnes de céréales, 250 millions de yuans d'aide en devises étrangères et 19 projets achevés. L'aide a diminué au fil des années. Il y a même eu une rupture temporaire entre l'Albanie et la Chine dans les années 70, car l'Albanie estimait que la Chine se rapprochait trop des États-Unis. Aujourd'hui, l'Albanie n'est plus communiste et vote parfois contre la Chine à l'ONU. Mais une certaine proximité persiste entre les deux pays. L'Albanie, les Albanais et le Kosovo en ont aussi un, car ce sont des voisins, et la majorité des Kosovars sont d'origine albanaise. Les deux pays et leurs citoyens qualifient leur relation d'une nation, deux États, comme le souligne le slogan populaire panalbanais. Nous sommes un, puisque nous sommes dans la région. Examinons la relation spéciale entre la Serbie et la Russie. En plus de l'intérêt stratégique de la Russie à gagner de l'influence dans les Balkans, cela tient aussi à leur proximité culturelle comme nation slave et chrétiennes orthodoxes. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques officielles en tant qu'empire russe et principauté de Serbie, en 1816, souhaitant soutenir un adversaire local de leur propre ennemi, l'Empire ottoman. Les relations étroites entre la Serbie et la Russie ont été un facteur clé du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces facteurs ont forgé une relation durable qui persiste, la Russie cherchant encore à acheter de l'influence en Europe et les deux peuples ressentant une proximité culturelle. Nous avons aussi des cas particuliers difficiles à comprendre, comme l'Inde et Israël. Depuis les années 1990, l'Inde et l'État d'Israël entretiennent une relation économique, militaire et politique complète. C'est intéressant parce qu'ils ont d'abord voté contre la résolution de l'ONU de 1947 sur le partage de la Palestine, mais ensuite ils ont reconnu Israël en 1950. La collaboration a progressivement augmenté à mesure qu'Israël est devenu un allié clé de l'Inde au milieu des conflits entre l'Inde et le Pakistan à la fin du XXe siècle, lui fournissant des armes, des munitions et des renseignements. En 2022, l'Inde était le plus grand client d'Israël pour la vente d'équipements militaires, avec 42% de toutes les exportations d'armes israéliennes reçues par l'Inde. La stratégie israélienne de soutenir étroitement l'Inde a créé entre eux une relation spéciale qui perdure encore aujourd'hui. La relation Turquie-Corée du Sud est aussi étonnante au premier abord. Ils sont très éloignés, et aucun n'est une puissance mondiale cherchant à acheter de l'influence ailleurs. Fait intéressant, cela date aussi de loin dans l'histoire. Les premiers contacts remontent en fait à l'Antiquité, lorsque les Gökturks, le premier khanat turcique,
ont soutenu l'ancien royaume coréen de Goguryeo lors de leur expansion, et l'ont également aidé contre les forces chinoises Tang. Comme tous deux étaient menacés par les Chinois, ils ont formé une alliance politique, économique et militaire. Plus tard dans l'histoire, peut-être en se référant à cette aide ancienne, les Turcs ont de nouveau envoyé une aide aux Sud-Coréens lors de leur formation après la Seconde Guerre mondiale, envoyant ce qui est devenu connu sous le nom de Brigade turque, une force expéditionnaire militaire de 15 000 soldats turcs qui ont aidé les Sud-Coréens contre les Nord-Coréens et les forces chinoises pendant la guerre de Corée. Les troupes turques se sont retirées de Corée dans les années 1970, puis l'accent de la relation entre les deux pays est passé du militaire à l'économie et au commerce, tout en restant proche. D'autres relations spéciales sont plus simples, comme entre l'Italie et le Vatican, situé en Italie, nécessitant donc une relation particulière. L'Italie s'est formée en unifiant les États italiens indépendants et en annexant une partie des grands États pontificaux. Cela a d'abord entraîné des relations négatives, mais les a forcés à évoluer vers une collaboration étroite. Au début, lorsque le royaume d'Italie a conquis leurs terres et capturé Rome, la papauté a été essentiellement assiégée par l'Italie, jusqu'à ce qu'elle accepte la loi des garanties, qui définissait le statut souverain du Vatican. Ce n'est que sous le pape Pie XI que les accords du Latran ont été signés, établissant l'état de la Cité du Vatican, permettant une plus grande autonomie papale, et attribuant une compensation financière au Vatican par l'Italie, pour la perte des États pontificaux. La France et Monaco ont une relation comparable, Monaco étant aussi un micro-État. Monaco a en fait obtenu son indépendance de la France en 1419 et a également signé une alliance perpétuelle. Leur relation s'est consolidée pendant la Première Guerre mondiale grâce à un traité plaçant Monaco sous protection limitée de la France et confirmant leur lien spécial. Cette relation perdure jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement français assumant la responsabilité de la défense de Monaco. En échange, les régions voisines de la France bénéficient de la prospérité financière de Monaco. Certains disent qu'il sert aussi de paradis fiscal, comme la Chine ou la Corée du Nord. Leur proximité vient de la résistance à l'occupation japonaise, de l'aide coréenne durant la guerre civile chinoise, puis de l'aide chinoise à la Corée du Nord lors de la guerre de Corée. Depuis, ils ont coopéré très étroitement. Beaucoup affirment qu'après la chute de l'Union soviétique, la Russie, autre alliée de la Corée du Nord, s'est éloignée et aide bien moins, laissant la Chine comme principale, voire seul, soutien à la Corée du Nord. Elle finance et aide militairement la Corée du Nord pour qu'elle retienne ses réfugiés hors de Chine, et obtient ainsi un allié contre la Corée du Sud et le Japon, proche des États-Unis. De nombreux couples de pays ont des relations spéciales, souvent dues à leur proximité géographique ou à des liens culturels entre anciens colonisateurs et colonies, ou entre une grande puissance mondiale et un pays régional où l'influence s'échange contre de l'aide. Donc, je crois que ceux que nous avons vus ici permettent de comprendre l'idée générale du concept. Donc, ce sont quelques-uns des pays dans le monde qui ont ce qu'on appelle en politique étrangère des relations spéciales. Comprendre comment le concept est d'abord apparu, avec la relation vraiment étroite et spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et comment il s'est ensuite étendu à d'autres relations de proximité et d'alliance entre d'autres pays dans le monde. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il d'autres pays que vous connaissez, qui ont une relation spéciale et qui ne figurent pas sur cette liste officielle ? Et connaissez-vous d'autres détails supplémentaires sur ceux que j'ai mentionnés dans la vidéo ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez. A bientôt pour plus de culture générale.